Allez, avant la fin de ce journal, passons à notre invité du 20h. Il s'agit de Madame Sokhna Ndeye Diop Diaratoula, présidente de And Samm Jikko Yi, section femmes. Bonjour Madame Diop et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Sarah, merci à vous aussi de nous donner l'occasion de nous exprimer à travers la TFM. Alors, l'actualité, nous allons l'évoquer ensemble, c'est naturellement la faible présence des femmes dans le gouvernement, le premier sous l'ère du président Bassirou Diomaye Faye. J'imagine que vous avez suivi les débats. Près de 255 personnalités, plus de 24 organisations sont montées au créneau pour dénoncer ce qu'elles considèrent comme étant un véritable recul eu égard aux nombreuses luttes consenties pour donner aux femmes le statut qu'elles méritent au sein de notre société. Quelle est votre position déjà sur le sujet par rapport au nombre de femmes dans le gouvernement? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Je vous réitère encore mes salutations. Donc, et pour répondre à votre question, c'est en fait cette question de la parité qui est à mon avis, ou bien on a dans un gouvernement plus de femmes ou plus d'hommes, pour nous ce n'est pas ce qui est important. Dans un gouvernement, on attend des résultats. Pour ceux qui composent ce gouvernement, on attend qu'ils aient la compétence et l'expertise. Que ce soit 20 femmes contre 5 hommes ou 5 hommes contre 20 femmes, ce n'est pas l'essentiel. Et c'est donc cette parité instinctive, j'allais dire, cette parité catégorique. Permettez-moi quand même de recentrer les choses. Il ne s'agit pas d'une parité instinctive. Il s'agit d'une parité qui a été acquise au terme d'années de lutte consentie par des femmes braves. C'était un acquis solide pour la démocratie sénégalaise. Dire aujourd'hui que c'est une parité instinctive, vous ne paraissez pas que c'est un peu trop fort quand même, ne serait-ce que par respect à ces années de lutte consentie par les femmes? Justement, je vous parle là. Et qui peuvent passer par pertes et profits, je veux dire, en nommant que 4 femmes dans un gouvernement quand même de 30 personnes. C'est justement de la pertinence de cette parité qu'il est question. Il est justement question de la pertinence de cette parité. Aujourd'hui, c'est un acquis. Vous voulez nous ramener en arrière, qu'on revienne sur la parité? La parité, elle est faite. Ce n'est pas un acquis. Ben si, c'est un acquis parce qu'aujourd'hui il y a une loi sur la parité, ce qu'on n'avait pas avant. Donc si vous revenez sur la pertinence de la parité, vous nous ramenez en arrière, c'est déjà fait. Donc je veux dire, déjà qu'est-ce que vous pensez du nombre de femmes dans ce gouvernement-là? Les 4 femmes sur 30, ça vous paraît normal, si je vous comprends bien? C'est là où je vous réponds que ce n'est pas le nombre d'hommes et de femmes qui est important. C'est la compétence et l'expertise. Est-ce que vous pensez que si aujourd'hui on avait eu un gouvernement, je vous pose une question, est-ce que vous pensez sérieusement que si aujourd'hui dans le gouvernement on aurait eu 4 hommes et 30 femmes, vous tiendriez le même discours? Bien sûr. Je vous dis que ce n'est pas le nombre qui est important. Et quand je vous dis que c'est effectivement la pertinence de cette parité qui est en question, c'est que au vu de toutes ces années de lutte, on a vu qu'il y a plus de... Les effets pervers sont plus probants. Les effets pervers de la parité sont plus probants. À l'Assemblée nationale... Qu'est-ce que vous appelez effets pervers? Oui, à l'Assemblée nationale, on a vu que pour respecter la parité, finalement, c'était un fourre-tout qui nous a amené à ce que j'entends. Moi, j'appelle ça du banditisme parlementaire. Quand une femme à l'Assemblée nationale se permet de crier ou d'insulter. Je veux dire, ce n'est pas l'apanage des femmes. À l'Assemblée nationale, je vous rassure, ce n'est pas seulement les femmes qui crient, c'est tout le monde qui crie. Je veux dire, ce qu'on a constaté au sein de l'hémicycle qui est désolant, je veux dire, ça a été fait à la fois par les femmes et les hommes. Donc, franchement, quand vous l'attribuez aux femmes, je trouve que c'est quand même un peu grave. Partout où la femme se trouve, c'est elle qui doit donner le tempo de la correction et de la politesse.
C'est ma conviction profonde. Raison pour laquelle il devrait y avoir donc plus de femmes dans ce gouvernement. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Partout où elle se trouve, elle préserve les valeurs, elle donne le tempo, elle donne la correction à la politesse. Je pense que jusque-là, on ne s'est pas compris. Nous, ce que nous dénonçons, c'est de dire qu'il faudra impérativement le même nombre d'hommes que de femmes. Donc, nous ne voyons pas la nécessité d'insister sur un nombre. Non, attendez, excusez-moi, Madame Diop. Je pense que c'est quand même important qu'on puisse recadrer les choses. Je pense qu'aujourd'hui, le débat, c'est, allez, on ne va pas rêver, c'est pas la parité, parce que jusqu'ici, cette parité qu'on souhaite, et on ne l'a jamais obtenue. Cette parité, de toute façon, les précédents gouvernements, il y a eu quand même une représentativité de 7 femmes. Cette notion de parité est portée par une petite élite. Une petite élite de femmes, et dans ce concept, la plupart des femmes, les femmes, surtout du côté de la religion, les femmes musulmanes ne se reconnaissent pas dans ce concept. Donc ce n'est pas en toute légitimité que ces femmes peuvent prétendre porter la parole. Mais qu'est-ce qui vous donne cette légitimité de tenir cette thèse? Heureusement, nous, on ne parle pas de légitimité ou de prétention des femmes. Nous, on dit que nous sommes dans un pays à 95% musulmans. On est dans une république laïque aussi. Attendez, lorsqu'on légifère, on est dans une république laïque. D'accord. On parle de cette parité, de cette république, on est bien d'accord. Voilà des concepts dont on peut dire que la population est complètement imperméable. Ce sont des concepts qui ne recoupent pas en réalité les pulsions de la population. C'est ça que je veux dire. Donc nous, quand on relève quelque part ces effets de la parité, c'est parce que en termes de calendrier, en termes d'agenda, avec tout ce que véhiculent ces idées de féminisme et de parité, n'est pas conforme à la religion. Alors, ne sont pas conformes à l'islam. Je ne dirais pas que ce sont, parce que si je vous entends bien, ce serait des forces tapées dans l'ombre ou alors des lobbies qui seraient derrière ça. Je n'irai pas jusqu'à dire ça. Mais revenons sur tout simplement le nombre de femmes dans ce gouvernement. Donc, puisque c'est ça le débat, qu'il y a quand même 255 femmes et 255 Sénégalaises, je précise, qui ont tenu à porter ce combat, même si c'est un chiffre qui peut-être n'est pas très significatif pour vous. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il n'y ait pas assez de femmes compétentes pour faire partie de ce gouvernement? C'est justement. Qu'est-ce qui a expliqué, selon vous, la faiblesse de la présence des femmes dans le gouvernement? Ce n'est pas une faiblesse des femmes. Parce que je ne vois pas que ça soit une priorité, que nécessairement les femmes ne peuvent être utiles qu'en étant ministre et qu'en étant dans le gouvernement. La femme peut être utile autre part. Mais la femme peut être utile aussi dans des instances de décision si elle en a les compétences. Pourquoi la reléguer à un autre niveau? Je veux dire, ça ne dérange pas qu'une femme qui ait les compétences de diriger une entreprise ou un département soit promue ministre. Vous n'y voyez pas d'inconvénient tout de même. C'est pour cela que je vous ai dit, Sarah, au début, qu'en fait, s'il y avait 30 femmes ministres et 5 secrétaires d'État hommes, ça ne nous aurait dérangé en aucune manière, à condition qu'avec les femmes, on ait la compétence et l'expertise qu'il faut. Ce que nous dénonçons, c'est, je vous l'ai dit, cette propension à vouloir le même nombre d'hommes et de femmes, même s'il n'y a pas la compétence, même s'il n'y a pas la qualité. Et je vous dis que cela, on l'a vu à l'Assemblée nationale, on a vu que des femmes qui étaient là n'avaient vraiment pas leur place ici. Pour l'Assemblée nationale, s'il vous plaît, on peut dire aussi que certains hommes qui étaient là n'avaient pas du tout leur place, donc ce n'est pas une question de femmes à l'Assemblée nationale quand même, je ne peux pas vous laisser dire ça. Mais ce sont les femmes. Qu'est-ce qui, selon vous, en tout cas, enfin, l'autre constat, parce qu'on va y aller vite, on ne va pas rester sur ça, qui a alimenté la polémique, c'est l'intitulé du ministère. Ministère donc des familles et des solidarités.
et donc ces femmes sont encore une fois montées au créneau pour justement fustiger le fait que le mot femme ait été zappé volontairement. Pourquoi la substitution du ministère de la Femme à celui des familles et des solidarités? Qu'est-ce que vous pensez de ce débat? Est-ce que vous avez fait attention à la façon dont ils ont formulé dans leur pétition ce terme qu'ils ont employé de femme reproductrice? Est-ce que c'est une honte, une femme? Est-ce que le fait d'être mère, le fait d'être femme, c'est une insulte? C'est un statut inférieur? C'est quoi? Pourquoi ce terme méprisant de reproductrice? Quand on dit ministère de la famille, il n'y a pas la femme dans la famille? Oui, mais je veux quand on parle de famille, s'il n'y avait pas la femme, on n'aurait même pas dit ministère de la famille. On n'a jamais dit un ministère des hommes. Donc quand on dit ministère de la famille, il y a la femme, il y a les hommes. Maintenant, mais vous conviendrez avec moi qu'il y a des femmes aujourd'hui qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas de mari, qui peuvent ne même pas avoir de famille. Ça leur enlève pas quand même leur statut de femme. Elles demeurent des femmes. J'ai parlé du terme qu'ils ont employé avec mépris, de dire que ce terme dans la nomination du ministère nous renvoie à des reproductrices. La femme, par essence, la femme, la mission originelle de la femme, c'est d'être femme et d'être mère. On ne peut pas nous transposer. On ne peut pas nous transposer. Attention, attention. Religieux, Madame Diop. Comment? Je veux dire, quand vous dites que la fonction essentielle de la femme, c'est d'être une mère et c'est d'être une femme, il y a des femmes qui ont peut-être fait le choix aujourd'hui. Il existe au Sénégal, en 2024, des femmes qui ont fait ce choix de ne pas être mère d'une manière ou d'une autre. Bien sûr. De ne pas se marier. Elles demeurent des femmes. On a même vu des femmes Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une confusion? On a même vu des femmes qui ont dit qu'elles n'avaient pas besoin d'hommes dans leur vie, elles n'avaient pas besoin de se marier. C'est leur droit le plus absolu, en tant qu'être humain, de dire ce qu'elles veulent et ce qu'elles pensent, sans pour autant être jugées. Est-ce que vous ne pensez pas que... Attention, attention, oui. Ce n'est pas ce combat porté par une minorité de femmes, une minorité, par rapport à toutes ces femmes qui, conformément à ce qu'a dit la religion, acceptent justement d'être mères de famille, d'être femmes. Et ce n'est pas en cela qu'elles sont inférieures. Alors, est-ce que vous ne pensez pas tout simplement qu'il y a, je veux dire, une incompréhension et qu'il y en aura ce toujours une incompréhension. Encore une fois, Sarah, ce n'est pas une incompréhension. Terminer, sinon vous saurez vous pas savez ce que c'est. Ce que je veux dire, est-ce que vous ne pensez pas que justement le débat risque tout simplement d'être stérile parce que vous êtes dans deux sphères différentes, dans la mesure où, et c'est votre droit le plus absolu aussi, vous vous appuyez sur la religion. Attention, alors que nous ne sommes pas dans des sphères différentes. Attention, Sarah. Je pose une question. Parce que j'essaie de comprendre. Ces femmes-là, si on prend l'exemple du traité de Maputo, elles sortent ratifier des conventions et signer des conventions qui, quand elles reviennent, lient tout le monde. Attention, c'est une minorité qui, quand elle se déplace, quand elle signe des traités, des conventions, il faut savoir que ces traités et ces conventions sont supranationales et peuvent même être au-dessus des constitutions des pays signataires. Donc tout ce qu'elles vont signer à l'extérieur, les lois ne tombent pas du ciel. On légifère pour un pays, pour une nation, il faut adosser les lois et légiférer selon le substrat socio-culturel des populations. Ça veut dire qu'il faut des réformes. Il faut des réformes et il faut oser faire ces réformes. Et d'ailleurs, le président de la République l'a dit dans son discours. Quand vous employez le terme d'oser, oser quelque chose. Pourquoi oser? Il faut être d'accord avec tout le monde. Pourquoi oser? Je ne parle pas d'oser, je veux dire que ce que vous dites là, c'est que ces femmes, vous avez dit que donc, si je vous entends bien, hein, c'est vous qui le dites, elles engagent
toute une nation en signant des fois des traités qui peut-être ne reflètent pas, si je vous entends bien, nos valeurs socio-culturelles. Je dis dans ce cas-là, pour être en adéquation avec nos valeurs et nos cultures, il faudrait oser faire des réformes, c'est ce que je dis. Oser faire des réformes pour qu'aujourd'hui, je veux dire, en tout cas engager le débat. C'est tout simplement que je veux que ces réformes, la majorité des femmes ne se retrouvent pas. C'est tout simplement, Sarah, que je veux que ces réformes traduisent les aspirations profondes de ce qui compose la majorité des femmes de ce pays et qui sont musulmanes et qui se réclament de leur religion. Alors, à l'ère du dialogue, je peux dire qu'il faut un dialogue pour les femmes parce qu'entre femmes sénégalaises, il faut un moment qu'on se pose autour de la table et qu'on discute puisque le débat est entretenu de nos jours. J'aurais bien aimé épiloguer sur le sujet. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est quasiment terminé, mais c'est très intéressant et nous n'excluons pas de vous recevoir une prochaine fois dans tout ce qu'on veut dire, tout ce qu'on a à dire, c'est que dans le cadre And Samm Jikko Yi, les femmes de And Samm Jikko Yi, et dans un cadre plus large de la fédération de toutes les commissions des associations islamiques du Sénégal, la fédération de toutes leurs commissions féminines, sous le vocable on a créé la plateforme Ndey Askan Bi pour que plus jamais on ne va pas rester là les bras ballants et qu'on nous transpose des combats qui ne sont pas les nôtres. Ces combats de la parité, ces combats de l'autonomisation, ces combats de l'élargissement de l'autorité parentale ne sont pas des aspirations qui viennent de la population. Ce sont des combats qui nous sont transférés, comme disait Imam Dame Ndiaye, et ça, on ne va plus là. Alors justement, on parlait d'Imam Dame Ndiaye. Ça c'est une bonne transition pour parler justement de la requête faite au président de la République par les imams. Vous savez qu'ils ont interpellé un peu le président de la République par rapport à des aides. C'était le jour de la Korité qu'ils aimeraient recevoir. Vous avez suivi le débat, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que j'en pense? Écoutez, moi je pense que les imams devraient avoir un statut institutionnalisé, bien défini, qui font que tout ce qu'on peut faire pour eux soit bien légal et bien clair. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est dans le noir comme ça, en dessous, définir des fonds. On ne sait pas d'où ces fonds viennent, on ne sait pas pour qui ils sont, la répartition n'est pas transparente. Moi je pense qu'il serait bien d'alléguer peut-être des salaires aux imams parce que ce qu'ils font, c'est un travail d'intérêt public, mais que ça soit tout simplement dans la transparence. Merci beaucoup, Madame Ndeye Diop Diaratoula, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Présidente, attention, le titre est important, de And Samm Jikko Yi. Le leadership féminin existe aussi en religion. En tout cas, c'était très intéressant de vous recevoir sur ce plateau. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur la télévision Futur Média et bon début de week-end à toutes et à tous.